Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour ami JC. Avec l'équipe Résilience, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial aujourd'hui, un médecin, psychiatre, explorateur, un s'aventurier comme il aime à se présenter lui-même. Après avoir vécu plusieurs expériences de confinement lors de ses différents tours du monde, un premier en ballon en 99, un deuxième à bord d'un avion solaire Solar Impulse en 2015, il fait maintenant la promotion des technologies propres avec une fondation Solar Impulse qui a pour objectif de promouvoir des projets concrets en lien avec le développement durable. Avec John qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons l'opportunité de lui proposer quelques questions. Merci John, je te laisse la parole. Merci Nicolas, merci Bertrand, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Je dois avouer, j'ai suivi de près votre aventure depuis 2010 et j'ai toujours ma casquette, je suis très fier, ma casquette Solar Impulse, je pense que ça doit être collecteur. Ça m'a inspiré à plusieurs reprises de changer d'altitude et qui m'a emporté dans plein de directions positives. Aujourd'hui, nous souhaitons parler de résilience, un sujet qui revient tous les jours dans les médias. Notre résilience individuelle et collective face à cette crise. Donc, on a préparé quelques questions pour vous. Je vais commencer à laisser Nico poser la première question et puis on aura sûrement des questions de l'audience tout à l'heure. Nico? Très volontiers. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous et de partager mon expérience sur ce sujet qui me passionne. Ben, du coup, j'avais une première question déjà. C'est, vous avez fait plein d'aventures et du coup, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parcourir et de faire toutes ces aventures au départ? Vous savez, un explorateur, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il a, de ce qui se passe autour de lui. Un explorateur, c'est quelqu'un qui veut toujours mieux, plus, différemment. Il veut apprendre, il veut comprendre, il veut découvrir quelque chose de nouveau. Par conséquent, quand j'ai dit que le tour du monde en ballon n'avait jamais été fait, j'ai dit, ben voilà, quelque chose qu'il faut essayer, prouver que c'est possible et accomplir un rêve. Solar Impulse, c'était le désir de prouver qu'on pouvait, avec des énergies renouvelables et des technologies propres, accomplir des choses que les autres considèrent impossibles. Donc, j'ai toujours eu comme ça dans ma vie une boussole qui me montrait non pas le nord, mais l'inconnu, ce qui n'avait jamais été fait, ce qui n'avait jamais été tenté, ce qui n'avait jamais réussi. Et c'est ça qui me passionne. Alors Bertrand, vous devez avoir un million d'histoires à nous raconter avec toutes vos aventures. Quelle est la première qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot résilience? Bon, il y en a dans deux niveaux complètement différents. Il y a le niveau Solar Impulse qui est probablement celui que vous attendez. C'est le moment où nous construisions Solar Impulse 2 et que le test de charge de l'aile centrale a raté. C'est-à-dire qu'en fait, l'aile s'est cassée. Et plutôt que de nous dire on a perdu 1 ou 2 ans dans le projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait gagner grâce à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme opportunité qui se présente par le fait que notre deuxième avion ne sera pas prêt à temps? Et en fait, on a ressorti le premier avion et on a traversé les États-Unis, de San Francisco à New York. Ce qui a été une mission extraordinaire qui a permis d'obtenir Google comme partenaire, d'entraîner l'équipe, d'avoir la crédibilité qu'il fallait pour le tour du monde. Et rétroactivement, je me dis que nous n'aurions probablement pas réussi le tour du monde avec Solar Impulse 2 si nous n'avions pas eu cette mission de Solar Impulse 1 à travers les États-Unis. Ça c'est un exemple de résilience où on prend la crise pour la transformer en opportunité. Mais le thème résilience, pour moi, il vient de bien plus tôt dans ma vie. En fait, avant même que le terme n'existe, j'ai fait ma thèse de médecine en interrogeant des patients qui avaient vécu des drames terribles dans leur vie, mais vraiment des drames épouvantables. Et je leur ai demandé ce qu'ils avaient appris à travers ces difficultés, ces tristesses, ces souffrances, et s'ils se sortaient plus forts de cette crise que ce qu'ils étaient avant. Et sur 28 personnes, il y en a 27 qui ont répondu qu'ils étaient plus forts après la crise qu'avant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont rajouté une dimension philosophique, spirituelle ou psychologique de leur vie. Plutôt que de vivre de manière automatique,
eh bien, ils ont tout à coup été réveillés par la crise pour chercher un sens plus grand, pour mettre leur vie dans un contexte plus grand et parfois même dans une notion de transcendance. Donc, pour moi, c'est vrai que la résilience, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à expliquer, à faire comprendre autour de soi. Merci pour ton retour, du coup, Bertrand. Du coup, en parlant de cette résilience, elle n'est pas seulement individuelle, elle est aussi lors d'une équipe ou d'une organisation. Qu'est-ce qui a contribué à renforcer la résilience de votre équipe lors de Solar Impulse quand vous avez eu justement ces petits soucis au fil des années, et comment cela vous a aidé en fait à surmonter les différentes adversités et crises auxquelles on peut vivre aujourd'hui? C'est l'esprit de pionnier. Parce que quand on a une équipe qui essaye de construire un avion expérimental qui n'a jamais existé, chaque crise rappelle qu'on est en train de faire quelque chose de passionnant, de difficile et d'expérimental. Et j'ai souvent dit à mon équipe, comme je me disais à moi presque tous les matins, si ce que nous sommes en train de faire était facile, eh bien tout le monde l'aurait déjà fait avant. Donc à chaque difficulté, on se rappelait qu'on était des pionniers, qu'on avait un rôle à jouer et qu'il fallait trouver de nouvelles solutions et de nouvelles réponses aux problèmes pour pouvoir réussir. Donc c'était difficile, mais c'était passionnant. Merci Bertrand. Vous avez longuement parlé de lâcher du lest pour changer d'altitude. Voyez-vous des possibilités pour des gens de lâcher du lest pendant cette crise et comment faire? Oui, c'est vrai que c'est le thème et même le titre, hein, changer d'altitude, dans mes derniers livres. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que dans la vie, on est comme dans un ballon. On est poussé par le vent, poussé par les circonstances, poussé par tout ce qui se passe aussi, nos peurs, nos angoisses, notre destin. On est poussé dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'on veut. Et en ballon, on lâche du lest, on lâche du poids pour changer d'altitude et trouver une couche météorologique où le vent a une meilleure direction. Et dans la vie, je pense que dans chaque crise, il faut analyser quel est le lest qu'on doit lâcher, quelles sont les certitudes, les habitudes, les paradigmes, les dogmes sur lesquels était basée notre existence jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il faut passer par-dessus bord pour changer d'altitude et capter d'autres influences, d'autres solutions, d'autres réponses, d'autres stratégies qui vont nous donner d'autres directions dans la vie. Alors aujourd'hui, avec la crise du Covid, sur le plan individuel comme collectif, il faut se poser exactement la même question. Si on est confiné chez soi, ça ne sert à rien de se morfondre en se disant « je ne peux pas sortir ». Il faut voir ce qu'on peut faire en changeant d'altitude et notamment apprendre une nouvelle langue, se perfectionner dans son job, développer des liens familiaux qu'on n'avait peut-être pas jusque-là, mais tout ce qui nous donnera des nouveaux outils pour qu'on soit meilleur après la crise qu'avant. Et sur le plan collectif, c'est exactement ça qu'il faut se poser aussi comme question. Avant la crise du Covid, on avait un monde qui était inefficient, qui gaspillait, qui polluait, qui était inéquitable, qui était dangereux, qui était fragile, puisqu'il a suffi d'un simple virus pour le faire tomber à genoux. Et maintenant, quel est le monde qu'on veut reconstruire? C'est un monde qui doit être plus efficient, qui doit être plus respectueux, qui doit être beaucoup moins délocalisé, parce que quand on délocalise pour gagner quelques centimes en produisant ailleurs, en devant payer des allocations de chômage à ceux qui n'ont plus de boulot chez nous, c'est évident que c'est le monde à l'envers. Donc, on doit remettre à plat tout ce genre d'a priori, de dogmes et d'habitudes pour construire un monde qui est beaucoup plus équitable, qui est beaucoup plus efficient, qui est beaucoup plus écologique et qui, s'il est plus efficient, sera beaucoup plus rentable aussi et pourra permettre d'économiser beaucoup de gaspillage et de créer des nouveaux emplois dans des nouveaux débouchés économiques et technologiques. Merci Bertrand. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai pu voir que vous avez créé une fondation aussi, Solar Impulse. Quel en est l'objectif et quels sont les critères justement pour participer à ces projets? Alors, la Fondation Solar Impulse a lancé le défi. La Fondation Solar Impulse a lancé le défi d'obtenir la labellisation de 1000 solutions technologiques qui protègent l'environnement tout en étant financièrement rentable. Donc, ça s'adresse à des entreprises, ça peut être des startups ou ça peut être des grandes entreprises,
qui ont des solutions technologiques aujourd'hui, des systèmes, des produits, des matériaux, des appareils, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Et ces solutions ne doivent pas être des vagues idées pour le futur. Ça doit être des technologies commercialisables ou déjà commercialisées aujourd'hui. Elles doivent être crédibles aujourd'hui, elles doivent protéger l'environnement, elles doivent créer des emplois et faire du profit. Et à ce moment-là, si elles répondent aux 3 critères, notre groupe d'experts indépendants leur remettra le label Solar Impulse Efficient Solution. Et avec ça, on constitue un guide incroyable à la destination des dirigeants pour leur donner des outils qu'il faut pour atteindre des buts environnementaux beaucoup plus ambitieux. Et sur les 1000 solutions qu'on cherche, on en a maintenant identifié 830. Donc, on est tout près du premier but. Merci. C'est super. Ça me fait penser à l'histoire. Votre projet, cette ambition de faire le tour du monde, c'était un rêve, c'était une idée qui a réussi à fédérer des centaines de personnes autour de ce projet pendant de longues années. Et vous avez dû inventer le futur pour y arriver. Vous étiez confronté à des difficultés et vous avez dû demander à vos partenaires, ben, on a besoin de ça, une pièce pour l'avion plus léger. Est-ce que vous soutenez aujourd'hui des différents projets comme le vôtre pour justement inventer le futur? Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Solar Impulse, c'était le côté symbolique, mais c'est vrai qu'on va pas encore pouvoir voler avec de l'énergie solaire et 200 personnes dans l'avion. Donc, il faut un symbole, il faut un mythe fondateur, mais ensuite, il faut aussi être très terre à terre, très pratique, très concret. Donc maintenant, on ne soutient pas des idées ou des projets qui devraient se développer dans le futur. On soutient des technologies qui existent, mais qui ne sont pas connues, qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas appliquées. Donc, notre but, c'est vraiment d'aider des entreprises à se développer, mais sur la base de ce qui existe aujourd'hui. Parce que quand je m'adresse à des chefs d'État, si je leur dis, vous savez, on a une idée à développer pour dans 5 ou 10 ans, ils vont me dire, revenez dans 5 ou 10 ans. Nous, on a des urgences à régler aujourd'hui. Et au lieu de ça, je leur dis, j'arrive maintenant avec des solutions qui viennent de start-up, qui viennent d'entreprises, qui peuvent être applicables aujourd'hui, qui vont créer des emplois aujourd'hui, qui vont faire du profit aujourd'hui. Et ça les intéresse. Merci beaucoup. On a des questions, je vois, qui sont arrivées en cours. Donc, j'en ai une de comment passe-t-on de psychiatre à explorateur? Alors, le psychiatre est déjà un explorateur. C'est celui qui explore le monde intérieur. Et c'est vrai que j'étais passionné et je suis toujours passionné par l'exploration de ce qui permet à quelqu'un de réussir ou de rater, de s'épanouir dans la vie ou de déprimer, d'évoluer ou de régresser. Tout ça, c'est captivant. Mais au même titre que le monde intérieur me captive, le monde extérieur me captive. Comment est-ce qu'on peut faire des avions expérimentaux? Comment est-ce qu'on peut faire le tour du monde en ballon? Comment est-ce qu'on peut amener des solutions pour que le monde soit plus efficient et plus propre? Donc, en fait, pour moi, c'est la curiosité. Comment est-ce qu'on peut faire mieux et autrement que ce qu'on a appris à faire? Merci. On a un autre commentaire de l'audience. C'est qu'avez-vous appris de vos échecs? J'ai appris qu'il faut systématiquement réessayer, mais pas de la même manière. Vous savez, c'est amusant quand vous avez une chambre avec plusieurs vitres et une seule vitre est ouverte et que vous avez une guêpe et une abeille dans la même pièce. Eh bien, l'abeille et la guêpe vont aller sur la première vitre qui est fermée. Mais la différence entre les deux, c'est que l'abeille, elle va rester sur la vitre qui est fermée. Et elle va se battre contre la vitre jusqu'au moment où elle va mourir. La guêpe va essayer toutes les vitres jusqu'à ce qu'elle trouve celle qui est ouverte et elle sortira. Et ça, c'est la différence entre l'acharnement et la persévérance. Ça sert à rien de s'acharner. Si vous ratez, ne réessayez pas de la même manière, vous aurez le même résultat qui est négatif. Essayez autrement. Changez de stratégie, changez d'altitude, lâchez du lest, changez de direction, changez d'équipe. Faites toujours ce qu'il faut pour que la tentative suivante soit différente de la précédente. Et c'est comme ça que finalement vous réussirez. Merci beaucoup. Du coup, une autre question, alors là, qui sera un peu plus de mon côté, c'est là, vous parlez du coup des solutions pour être résilient.
mais quels seraient les conseils du coup pour nous aider à changer de direction? Parce que souvent, on est dans notre direction à nous, etc. Et suite à cette crise, comment nous aider du coup à changer d'altitude, à changer de direction, etc. Contrairement à ce qu'on croit d'habitude, il faut écouter des gens qui pensent autrement que nous. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec certains médias qui sont orientés dans une seule opinion. Finalement, on renforce notre manière personnelle de voir. Et il faut faire exactement le contraire. Il faut écouter des gens qui pensent complètement autrement. Il faut s'entourer de conseillers qui ont des autres expériences et des autres mentalités. Et de cette manière, on ouvre notre champ de compréhension à d'autres manières de voir le monde. Et c'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs. On a un autre commentaire de Valérie qui dit que les gouvernants semblent traîner les pieds pour s'engager sur la voie du changement. Pour preuve, le peu d'empressement à suivre les préconisations en France de la conférence citoyenne sur le climat. Elle demande quelles actions ou quels moyens pour les citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire, citoyens, peut-être? Mais en tant que citoyen, il faut soutenir les efforts de ceux qui vont dans la bonne direction, quel que soit leur parti politique. C'est ça qui est important. Parce que moi, je vois parfois quand Emmanuel Macron prend des mesures écologistes, les écologistes dogmatiques vont dire il marche sur nos plates-bandes. Mais heureusement qu'il marche sur les plates-bandes. Il faut qu'un président français fasse de l'écologie, fasse de la solidarité, fasse de la sécurité, fasse de la responsabilité entrepreneuriale, un programme commun. On ne va pas continuer à cloisonner en laissant des prérogatives à chaque parti. Il faut que le président puisse gouverner avec tout ce qui est de bon dans tous les partis politiques. Alors, soutenons cette approche-là, mais soutenons aussi le fait d'avoir une vision systémique. Emmanuel Macron a pris la crise des Gilets jaunes comme une douche froide qui lui donne très peur maintenant de s'engager davantage. Le problème des Gilets jaunes, c'est que c'était une mesure unique, l'augmentation de la taxe diesel, qui n'était pas corrélée à d'autres mesures. Si c'était un plan général en France, d'être plus efficient, d'avoir des voitures qui consomment moins de carburant ou des véhicules électriques, si on avait un plan clair pour isoler les logements sur le plan thermique, pour permettre d'économiser de l'énergie, eh bien finalement, on voit qu'à ce moment-là, toute la population, même les gens les plus défavorisés, vont faire beaucoup d'économies sur leur consommation énergétique. Et à ce moment-là, vous pouvez rajouter une taxe de manière à ce que l'énergie coûte un peu plus cher pour ceux qui ne font pas les efforts pour être plus efficients et pour économiser l'énergie. Mais si on commence du mauvais côté, c'est clair que tout le monde va réagir et que ça fera une catastrophe. Donc, c'est très important d'avoir une vision et aussi de l'expliquer à tout le monde et d'emmener tout le monde avec l'enthousiasme de cette vision, quel que soit le parti des gens qui sont autour de nous. Merci beaucoup. On a encore une question des internautes. Alors, du coup, c'est les projets peuvent-ils utiliser des technologies naturelles comme une poule qui est un levier formidable pour retraiter les déchets? Mais absolument, absolument. Ce qu'il faut, c'est voir que les déchets, ça représente une ressource. Ça représente une ressource. Alors maintenant, comment on va utiliser cette ressource? Ça peut être avec des poules qui mangent des déchets et qui vont faire des œufs et qui vont faire de la viande, ou ça peut être des déchets qu'on utilise pour faire de l'énergie, ou des déchets qu'on va utiliser pour refaire de la matière première, du plastique avec lequel on refera des plastiques utilisables. Enfin, il y a tellement de choses qui doivent entrer dans une économie circulaire qui est logique autant qu'écologique. Notre monde aujourd'hui gaspille 95% de ses déchets, alors que ce sont des ressources qui ont de la valeur. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas encore ça. Et c'est vrai que si on a ce but d'être plus efficient, ben, tous les moyens vont être bons, du high-tech au low-tech pour y arriver. Alors justement, en parlant de ça, les membres de la Jeune Chambre économique française ont commencé à travailler depuis le début de l'année sur un thème pluriannuel qui est d'optimiser nos ressources pour allier développement économique et durable, des ressources humaines, des ressources naturelles, etc. On a un projet en octobre 2021
pour mobiliser des membres et des citoyens sur tout le territoire dans plus de 130 villes en France. Quels sont les sujets ou les pistes sur lesquels on devrait se concentrer si on arrive à mobiliser les citoyens, le monde en France sur ce thématique? Alors d'abord, j'aimerais vous féliciter de lancer une initiative comme celle-là parce que je trouve que quand ça vient du monde économique, ça a beaucoup plus d'impact que quand ça vient uniquement du monde écologiste. Si ça vient de l'économie, vous allez être écouté par des patrons, par des investisseurs, par des financiers, par des chefs d'État. Donc, votre bras de levier va être énorme. Donc, vous faites très bien de faire ça. Bravo, j'appuie à fond. Et puis, le thème, pour moi, le thème, c'est vraiment l'efficience. Si vous êtes efficient, c'est que vous êtes respectueux des ressources naturelles et que vous les utilisez au mieux. Et vous arrêterez de gaspiller. Hein, j'ai dit tout à l'heure, on gaspille 75% de l'énergie parce qu'on a des vieux systèmes énergétiques qui polluent et qui gaspillent. Le moteur à combustion dans une voiture, hein, c'est quand même 3/4 du réservoir d'essence qui part en force de frottement et de résistance plutôt que pour faire marcher le moteur. Les bâtiments sont mal isolés, les systèmes de chauffage sont archaïques, les processus industriels sont archaïques, les énergies fossiles en général sont peu efficientes dans leur manière d'être utilisées. Donc on voit que si vous faites des campagnes sur l'efficience, sur comment utiliser les ressources au mieux, et ensuite développer des nouveaux marchés industriels sur toutes ces technologies qui permettent d'être efficients et sur toute la manière d'utiliser les déchets, mais vous ferez un travail extraordinaire parce que ça, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesse. Merci. Il y a une question qui est justement dans ce sens-là d'un internaute, c'était comment peut-on allier développement économique et développement durable, décroissance, innovation, avez-vous des idées? Bon, vous y avez un peu déjà répondu, mais… Mais c'est vrai que quand on parle de décroissance, il faut voir de quoi on parle. Si c'est une décroissance économique, pour moi, ça amène au chaos social et on le voit avec la crise du Covid. C'est des milliers d'entreprises en faillite et des millions de gens qui sont laissés sur le carreau et de familles qui souffrent et qui n'ont plus ce qu'il faut pour vivre. Donc la décroissance économique, non. Maintenant, la croissance illimitée, comme on l'a considérée depuis 100 ans, non. Ça marche pas non plus, ça nous amène au désastre écologique. Donc ce qu'il faut, c'est trouver cette troisième voie que j'appelle la croissance qualitative, qui est celle où on crée des emplois, on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et ça, c'est le marché industriel du siècle. C'est comme ça qu'on va pouvoir développer en même temps l'économie parce que c'est rentable et protéger l'environnement parce que les solutions sont plus efficientes et protègent l'environnement. Et c'est pas utopique. On a aujourd'hui 830 preuves technologiques que c'est possible avec toutes les solutions qu'on a labellisées à la Fondation Solar Impulse. On va bientôt arriver à 1000 et on va pas s'arrêter à 1000. Je vous promets, on va continuer pour continuer à sélectionner tout ce qui existe dans le monde et qui permet cette croissance qualitative. Justement, sur ces solutions, c'est presque 1000, bravo. On a un internaute qui demande sur le sujet de l'hydrogène. Peut-être vous pouvez parler de quelques initiatives qui sont les plus prometteuses, mais aussi comment nous, jeunes citoyens, nous pourrions impulser des dynamiques sur ce sujet sur nos territoires. C'est vrai que souvent, on attend que ce soit l'État-providence qui organise et qui paye tout. Mais je vais vous donner un exemple en Suisse fait par des jeunes entrepreneurs qui se sont dit on va créer une filière hydrogène en Suisse indépendamment de subsides publics. Ils ont été voir des chaînes de supermarchés et ils leur ont dit vous avez beaucoup de camions qui circulent, est-ce que vous seriez d'accord que les camions soient à hydrogène? Les supermarchés ont dit oui. Donc ils ont été voir des stations-service concurrentes et ils leur ont dit est-ce que vous êtes d'accord de mettre des distributeurs d'hydrogène s'il y a des camions qui viennent s'approvisionner? Et la plus grande partie des stations a répondu oui. Ensuite, ils ont été voir Hyundai en Corée et ils ont dit on a des distributeurs d'hydrogène, on a des utilisateurs pour des camions. Vous pouvez amener des camions? Hyundai a dit on met 1000 camions. Et le gars qui a organisé tout ça fabrique l'hydrogène propre à partir d'hydroélectriques qui hydrolysent de l'eau et qui fournit d'hydrogène
au prix du diesel pour les camions. Donc, au prix du kilomètre, c'est la même chose. Et maintenant, vous pouvez traverser toute la Suisse avec des stations d'hydrogène et vous pouvez approvisionner des camions et approvisionner des voitures. Ça, c'est un exemple magnifique qui montre à quel point des entrepreneurs indépendants, résilients et intelligents sont capables de monter tout un programme à l'échelle nationale sans soutien public. Alors maintenant, les perspectives pour l'hydrogène, elles sont énormes, mais il ne faut pas non plus se fourvoyer sur ce qu'on peut attendre de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une molécule qui est régie par des lois de physique et de chimie. Alors, l'hydrogène, vous devez le fabriquer parce qu'à l'état pur, l'hydrogène est toujours attaché à quelque chose, notamment à de l'eau. C'est deux molécules d'hydrogène avec une d'oxygène et ça fait H2O qui est la molécule d'eau. Donc, vous devez obtenir de l'hydrogène et pour l'obtenir, vous devez mettre de l'énergie pour séparer oxygène et hydrogène. Donc, il faut que cette électricité qui hydrolyse l'eau soit propre. Ça doit être de l'énergie renouvelable. Si vous le faites avec de l'énergie fossile, vous gagnez rien du tout. Ensuite, cet hydrogène, il faut qu'il soit utilisé de manière intelligente. C'est clair que vous pouvez l'utiliser pour des aciéries, de la sidérurgie, vous pouvez l'utiliser dans l'agriculture, vous le combinez avec de l'azote pour faire des engrais, vous l'utilisez pour des moteurs, ça peut être brûlé directement dans un moteur à combustion où le rendement va être bien meilleur qu'avec du pétrole, et vous pouvez avoir une pile à combustible qui refabrique de l'électricité pour alimenter un moteur électrique. Alors, c'est clair que le rendement est moins bon que si vous avez une batterie. Mais en même temps, le système est beaucoup plus léger. Donc, si vous faites des petites distances avec un véhicule léger, la batterie sera toujours plus efficiente. Par contre, si vous avez un véhicule lourd qui fait des longues distances, c'est aberrant de transporter des dizaines de tonnes de batterie avec vous. Il vaut beaucoup mieux mettre de l'hydrogène. Donc, on voit que c'est des applications qui sont toujours différentes. Et ce qui donne de l'espoir, c'est que des grands industriels comme Airbus lancent un programme d'avions à hydrogène pour 2035. Alors, ceux qui disent que c'est trop court, 2035, qu'ils n'y arriveront jamais, sont ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'aviation, parce qu'on voit qu'en 15 ans, on peut transformer toute l'aviation mondiale. Et on a déjà vu dans l'histoire tous les progrès qui ont été faits. Donc, on aura, je pense, une économie à hydrogène qui va faire le bonheur de l'Europe, parce que l'Europe a perdu la guerre des batteries. Elle essaye maintenant de gagner la guerre de l'hydrogène. Et si elle met les moyens qu'il faut, on aura des hydrolyseurs, on aura assez d'énergie renouvelable pour fabriquer cet hydrogène et assez d'occasions de l'utiliser pour réduire les émissions de particules, pour économiser les émissions de CO2 et être beaucoup plus propre et beaucoup plus efficient. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir avec l'hydrogène, mais l'hydrogène ne peut pas tout faire non plus. Merci pour ces exemples concrets. On a d'autres questions d'internautes, dont une, quel levier pour inciter les personnes à agir par conviction plutôt que par mauvaise conscience, comme c'est souvent le cas? Écoutez, il faut que ce soit par mauvaise conscience, que ce soit par conviction, que ce soit par désir de rentabilité, ce qu'il faut, c'est que les gens changent. Parce que le monde qu'on a créé avant la crise du Covid est un monde qui ne va pas aller très loin sans un effondrement de la qualité de vie. On aura simplement plus assez de ressources, on aura des maladies tropicales qui arriveront en Europe, on aura une montée des eaux, des centaines de millions de réfugiés climatiques, un effondrement de la biodiversité. C'est pas du tout le monde dont nos jeunes rêvent et c'est pas du tout le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Donc, quelle que soit la raison de changer, changeons. Et ceux qui résistent au changement, ceux qui n'ont pas compris que c'est rentable, ceux qui n'ont pas compris que c'est respectueux, ceux qui n'ont pas compris que c'est altruiste, eh bien, ceux-là doivent être poussés par les réglementations, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop facile de dire ce qu'on fait est légal, la loi nous y autorise. Non, la loi doit changer, la loi doit être beaucoup plus sévère, la loi doit obliger ceux qui n'ont pas compris qu'il faut protéger l'environnement à protéger l'environnement. Et puis les autres, ils le font spontanément, donc ils applaudiront des deux mains. Alors, merci Bertrand. On touche à la fin. Je vais peut-être juste une dernière question. Les membres de la Jeune Chambre internationale, ils sont convaincus que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Alors, compliqué pendant une période de crise, quel dernier mot vous voulez laisser pour ces jeunes, pour les inspirer
pour les conseils de continuer ce travail même pendant cette crise? Alors, c'est précisément dans cette crise qu'il faut continuer ce travail. C'est dans cette crise qu'il faut montrer qu'on doit être résilient, c'est-à-dire ressortir de la crise plus fort qu'on y est entré. Et cette cause de servir l'humanité, c'est magnifique. Alors, il faut le faire avec des outils. Et on ne peut pas le faire simplement par idéalisme et par naïveté, comme beaucoup trop de gens veulent le faire. Donc, à la Jeune Chambre internationale, vous êtes des entrepreneurs, vous avez les pieds sur terre, donc faites-vous entendre, montrez la voix et faites entendre la voix de la Jeune Chambre internationale. Quand c'est des gens comme vous, ça porte plus que quand c'est juste des idéalistes qui veulent un monde meilleur sans savoir comment y arriver. Vous savez comment y arriver. Donc, faites-vous entendre, communiquez, adressez-vous aux médias, écrivez aux grandes entreprises, écrivez aux élus, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, ou même internationale. Parce que votre voix va porter beaucoup, donc faites-la entendre. Je tiens à vous remercier, Bertrand, d'être avec nous. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez des milliers de choses à faire, de projets à valider. Je tiens à remercier Nicolas de m'avoir accompagné pour cet entretien et Mohamed Bouklata qui est en régie pour nous aider. On ne peut que vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli et vous remercier de vos conseils précieux pour nous inspirer à continuer à œuvrer pour servir l'humanité. Merci Bertrand et à très bientôt, j'espère, pour peut-être un live, mais en physique un jour. Ça serait avec grand plaisir de vous recevoir à l'un de nos événements. Mais pour moi aussi, merci à tous les trois, merci à tous ceux qui nous ont suivis et bon succès. La cause est noble, faisons-la triompher. Au revoir. Merci beaucoup Bertrand. Au revoir. Au revoir. Merci.